C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir besoin d'une épouse. C'est une phrase qui s'impose d'emblée, avec une assurance presque insolente. Elle ne se présente pas comme une opinion, ni même comme une idée discutable, mais comme une évidence tranquille, une règle du monde que tout le monde serait censé partager, sans y réfléchir. Et pourtant, à peine a-t-on le temps de l'entendre qu'elle commence déjà à se fissurer. Car il y a quelque chose dans cette certitude si bien formulée qui sonne un peu trop juste, un peu trop lisse, presque trop parfait, pour être honnête. Quelque chose qui appelle le sourire, non pas un rire franc, mais ce sourire discret de celui qui a compris qu'on est en train de lui tendre un piège. Nous sommes en Angleterre, au début du 19e siècle, dans un intérieur confortable, feutré, parfaitement ordonné. Un salon où chaque meuble semble à sa place, où les gestes sont mesurés, où les règles sociales circulent avec la même fluidité que le thé que l'on sert. En apparence, rien ne dépasse, rien ne déborde. Et pourtant, sous cette surface paisible, tout est déjà en tension. À Longbourn, dans la famille Bennet, cette fameuse vérité universelle n'a rien d'un principe abstrait. Elle est vécue au quotidien. Elle s'incarne dans les conversations, dans les regards, dans les calculs plus ou moins discrets d'une mère qui sait très bien ce qui est en jeu. Mrs. Bennet n'est pas simplement agitée, ni ridicule, ni excessive par nature. Elle est inquiète. Parce qu'elle vit dans un monde où l'avenir de ses filles ne dépend ni de leur intelligence, ni de leur caractère, ni même de leur bonheur, mais très concrètement de leur capacité à bien se marier. Et c'est là que l'ironie de la phrase initiale se déploie pleinement. Car ce que cette vérité universellement reconnue ne dit pas, ou plutôt ce qu'elle dissimule avec une élégance redoutable, c'est que le besoin n'est pas partagé. C'est pas le célibataire fortuné qui a réellement besoin d'une épouse. C'est la société qui a besoin qu'il en choisisse une. Et ce sont surtout les femmes à cette époque qui, elles, ont besoin de ce mariage pour exister légalement, socialement, économiquement. La vérité n'est ni universelle, ni neutre, elle est située, historique et profondément déséquilibrée. Jane Austen le sait parfaitement, et c'est précisément pour cela qu'elle ouvre son roman par cette phrase. Non pas pour l'énoncer comme un principe, mais pour la laisser résonner, et aussitôt la fragiliser. Tout, ici, révèle de l'ironie. Une ironie douce, polie, presque aimable, mais d'une efficacité redoutable. On parle de vérité alors qu'il s'agit d'une convention sociale. On parle de besoin alors qu'il s'agit d'un système parfaitement rodé. On évoque la romance alors que l'argent, la propriété et le statut ne sont jamais bien loin. Et dans Orgueil et Préjugés, le mariage n'est pas encore une affaire de sentiments. Il est d'abord une transaction, soigneusement maquillée en destin amoureux. Et dès cette première phrase, tout est déjà là. Le titre à venir, le ton, le piège social, et cette intelligence rare qui consiste à dire une chose avec sérieux, tout en nous invitant à entendre exactement son contraire. Tout est en place, les règles du jeu sont posées, et le sourire qui accompagne cette ouverture n'a rien de léger. C'est une invitation à regarder plus près, à ne pas se contenter de ce que les formules prétendent dire, à écouter ce qui se joue derrière les mots bien choisis. Parce que sous l'élégance des salons, sous la bienséance des échanges, sous les vérités trop bien reconnues, se cache déjà une tension existentielle. Celle entre ce que la société exige et ce que les individus désirent réellement. Tout est déjà là, le titre, le ton, le piège. Mais n'allons pas trop vite, même si pour l'instant, on n'a parlé que de la première phrase. Bienvenue dans Brume littéraire, un espace où l'on ne lit pas les livres à toute vitesse, mais où on prend le temps de s'y arrêter, d'y entrer lentement, d'en écouter les voix et parfois, surtout, les silences. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des romans les plus célèbres de la littérature anglaise. Un livre que l'on croit souvent connaître, qu'on imagine parfois poussiéreux ou ennuyeux. Un roman que l'on classe volontiers du côté de la comédie romantique élégante, du classique confortable, presque rassurant. Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Ce livre, c'est un roman de salon feutré,
de bals, de conversations brillantes. Un roman où l'on parle beaucoup et où l'on dit rarement tout. Car derrière cette légèreté apparente, Jane Austen construit une satire sociale d'une précision remarquable. Elle observe un monde gouverné par des règles invisibles mais implacables. La classe sociale, la fortune, le mariage et surtout ce que l'on attend des femmes et ce qu'on ne leur laisse pas toujours choisir. Dans cet épisode, nous allons suivre Elizabeth Bennet, une héroïne vive, ironique, intelligente, profondément attachante, mais loin d'être infaillible. Parce qu'Orgueil et Préjugés n'est pas seulement une histoire d'amour contrarié, c'est un roman sur les illusions que l'on nourrit, sur les jugements que l'on porte trop vite, sur ce que l'on croit voir et sur ce que l'on apprend, parfois lentement, parfois douloureusement, à regarder autrement. Nous parlerons d'orgueil, de préjugés évidemment, mais aussi de langage, de malentendus, de rôles sociaux et de la manière dont Jane Austen utilise l'ironie, non pas pour brouiller le sens, mais pour le rendre plus tranchant. Alors retournons au début du 19e siècle, ouvrons la porte de Longbourn, entrons dans les salons, écoutons les conversations et regardons comment, derrière le sourire et la bienséance, se jouent des choses infiniment sérieuses. Longbourn n'est pas un lieu spectaculaire. C'est une maison confortable, bien tenue, posée dans la campagne anglaise, entourée de collines douces, de chemins familiers, de paysages qui n'imposent rien, mais rassurent par leur régularité. Rien d'excessif, rien de grandiose, rien qui attire le regard de loin. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité, tout est déjà sous tension. La famille Bennet y vit depuis des années, dans un équilibre fragile fait de petites habitudes, de silences répétés et d'inquiétudes que l'on préfère transformer en conversations incessantes, plutôt que de les regarder en face. Elles sont 5 filles, 5 jeunes femmes à marier, et aucune fortune suffisante pour leur garantir un avenir stable autrement. Mrs. Bennet, la mère, en est parfaitement consciente. Son obsession du mariage n'est ni un caprice, ni une simple manie comique destinée à faire rire le lecteur, c'est une stratégie de survie. Elle parle trop, elle s'agite, elle anticipe chaque événement, elle dramatise la moindre nouvelle, elle exaspère tout le monde et surtout son mari. Mais derrière cette agitation permanente se cache une lucidité brutale. Dans ce monde-là, une femme sans mariage est une femme exposée, dépendante, vulnérable. Jane Austen ne se moque pas de Mrs. Bennet parce qu'elle serait ridicule. Elle la rend drôle parce qu'elle dit trop fort et trop souvent ce que tout le monde sait, mais préfère ne pas formuler. Face à elle, Mr. Bennet adopte une posture presque opposée. Il observe, il ironise et il se retire derrière une intelligence moqueuse, parfois brillante, souvent désabusée. Son humour est une protection, un moyen élégant d'éviter l'angoisse qu'il ne sait pas résoudre. Il aime ses filles, sans aucun doute, mais il se protège du réel, en se distanciant, en laissant Mrs. Bennet porter seule le poids des inquiétudes familiales, comme si l'ironie pouvait suffire à conjurer la menace. Et dès les premières pages, Jane Austen installe aussi un déséquilibre subtil et profondément humain, entre celle qui agit trop, parce qu'elle n'a pas le choix, et celui qui se protège, en n'agissant pas assez, parce qu'il en a le privilège. Parmi les 5 filles, 2 se détachent très vite, presque naturellement. Tout d'abord, Jane, l'aînée, qui incarne la douceur, la bienveillance, une forme de confiance instinctive dans les autres. Elle cherche l'harmonie, croit à la sincérité des sentiments, suppose toujours la bonne intention avant le calcul. Elle ressent profondément, mais sans jamais brusquer, sans jamais s'imposer. Elizabeth, au contraire, observe. Elle écoute, elle analyse et elle juge. Vive, ironique, curieuse, dotée d'un esprit affûté, elle aime comprendre, déceler les incohérences, mettre à distance ce qui lui semble faux, parfois avec justesse et parfois avec précipitation. Et entre les 2 sœurs se dessine déjà un contraste fondamental. La confiance spontanée de Jane face au regard critique d'Elizabeth. 2 manières d'entrer dans le monde, 2 manières d'aimer aussi. Et c'est pas un hasard si Jane Austen place ces 2 personnages au centre du roman.
Elles incarnent deux réponses possibles aux contraintes sociales qui pèsent sur elles, deux façons de naviguer dans un monde qui laisse peu de place au choix véritable. Car ces contraintes sont bien réelles, et elles ne révèlent pas seulement des usages ou des convenances. La maison de Longbourn est soumise à une règle juridique simple, mais implacable: le domaine ne peut pas être transmis aux filles. Il reviendra à un héritier masculin éloigné, un certain Mr. Collins, qu'elles connaissent à peine. Autrement dit, quoi qu'il arrive, les Bennet perdront leur maison, à moins que l'une des filles n'épouse avantageusement. Le mariage ici n'est donc pas une abstraction romantique, c'est une nécessité économique, sociale, presque administrative, qui conditionne tout le reste. Et c'est dans ce contexte précis qu'un événement, en apparence anodin, vient faire vibrer tout Longbourn. Un jeune homme riche vient s'installer à Netherfield Park, c'est tout près. Il s'appelle Charles Bingley. Il est célibataire et surtout il possède une belle fortune. Et aussitôt, le village s'anime, les conversations s'accélèrent, les attentes se déplacent. Ce n'est pas encore une histoire d'amour, c'est un événement social. Mais Jane Austen le sait déjà, dans ce monde réglé par les apparences, il suffit parfois d'un nom, d'une rente, d'un bal à venir pour que toutes les lignes se tendent. Longbourn est en place, les rôles sont distribués, les attentes sont claires, et dans ce théâtre parfaitement réglé, deux personnages vont bientôt cristalliser toutes les tensions. Le bal de Meryton n'a rien d'extraordinaire. C'est ni une réception fastueuse, ni une grande scène mondaine telle qu'on pourrait l'imaginer dans les salons de Londres. C'est un bal de province, animé, un peu bruyant, où l'on vient autant pour danser que pour observer, comparer, commenter et vérifier discrètement ce que chacun vaut aux yeux des autres. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose semble différent. L'air est chargé d'une attente particulière, diffuse, presque imperceptible, mais bien réelle, parce que Charles Bingley est là, et parce qu'il n'est pas venu seul. Bingley, d'emblée, séduit. Il sourit facilement, parle avec tout le monde, danse sans calcul, passe d'un partenaire à l'autre avec une aisance naturelle qui met immédiatement les autres à l'aise. Il semble sincèrement heureux d'être là, sincèrement curieux des gens qu'il rencontre, comme si sa fortune n'avait jamais été un obstacle entre lui et les autres. Avec lui, l'argent paraît presque secondaire, relégué à l'arrière-plan par une simplicité qui rassure. À ses côtés, son ami Darcy offre un contraste presque brutal. Plus réservé, plus raide, plus silencieux, il se tient légèrement en retrait, observe sans vraiment se mêler, comme s'il n'était là que par devoir, et non par plaisir. Son attitude intrigue, autant qu'elle irrite. On le remarque immédiatement, précisément parce qu'il semble vouloir disparaître. Très vite, les regards se tournent vers lui. On l'évalue, on l'interprète, on tente de comprendre ce qu'il pense ou ce qu'il cache. Et puis il y a cette phrase, prononcée à voix basse, sans intention apparente de blesser, mais suffisamment audible pour circuler, pour se transmettre, pour s'installer. Darcy refuse de danser avec Elizabeth Bennet. Il la trouve, selon ses propres mots, pas assez jolie pour le tenter. C'est pas une insulte spectaculaire. C'est pas une cruauté théâtrale, lancée pour humilier. C'est plus insidieux que ça. C'est une remarque dite sans précaution, dans un monde où tout se sait, où tout se répète, et où chaque parole, une fois lâchée, ne vous appartient plus. Elisabeth entend, elle sourit, elle feint l'indifférence, mais la blessure est bien là. À partir de cet instant, quelque chose se fige. Un jugement s'installe, non pas comme une décision mûrement réfléchie, mais comme une évidence affective, immédiate, presque instinctive. Darcy devient aux yeux d'Elisabeth l'incarnation parfaite de l'arrogance sociale. Un homme qui se croit supérieur, qui classe, qui exclut, qui regarde de haut sans même s'en rendre compte, et sans jamais éprouver le besoin de s'en excuser.
Et Jane Austen est d'une précision remarquable à cet endroit du récit. Elle nous demande pas de condamner Darcy, elle nous place exactement là où se trouve Elizabeth, à l'intérieur de sa perspective, de sa blessure, de son regard qui commence à se durcir. Car ce que Darcy manifeste ce soir-là n'est pas encore une faute morale profonde, c'est un orgueil social. Il est mal à l'aise, il connaît personne et il se protège derrière une distance qu'il confond avec de la dignité et qu'il utilise comme un rempart face à un monde qui lui échappe. Mais ce que ressent Elizabeth de son côté n'est pas une analyse idéologique, c'est une réaction affective. Elle a été blessée et à partir de cette blessure, elle commence à regarder Darcy à travers un filtre. Chaque silence devient une preuve, chaque geste une confirmation et chaque maladresse un signe supplémentaire de son mépris supposé. Là encore, Jane Austen ne force rien. Elle nous laisse juger avec Elizabeth. Elle nous invite même à partager son intelligence critique, dont le comportement de Darcy semble, en apparence, lui donner raison. D'autant plus qu'il n'aide pas. Il reste distant, froid, maladroit, comme s'il confirmait par son attitude même tout ce qu'on projette sur lui. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un autre personnage entre en scène. George Wickham. Tout, chez lui, semble répondre exactement à ce qu'Elizabeth attend. Il est charmant, ouvert, attentif, doté d'une aisance naturelle qui contraste immédiatement avec la rigidité de Darcy. Il parle avec fluidité, écoute avec intérêt, et surtout, il raconte une histoire qui tombe à point nommé. Il évoque une injustice, il se présente comme une victime, et il suggère que Darcy lui a fait du tort. C'est du pain béni pour Elizabeth, qui l'écoute avec une confiance immédiate. Non parce que Wickham serait irréfutablement sincère, mais parce que son récit s'accorde parfaitement avec ce qu'elle a déjà décidé de croire. Et c'est ici que le roman devient subtilement vertigineux. Car le lecteur, lui aussi, se laisse convaincre. Il rit de Darcy. Il se range du côté d'Elizabeth et il trouve Wickham agréable, plausible et séduisant. Le génie de Jane Austen se déploie. C'est précisément cela. Nous faire juger trop vite, mais avec intelligence. Elle nous piège parce qu'elle nous rend complices. À ce stade du récit, personne n'a encore véritablement tort, mais tout le monde commence déjà à se tromper. Lorsqu'Elizabeth rend visite à son amie Charlotte Lucas, désormais mariée à Mr. Collins, elle entre dans un espace étrange, qui n'est ni tout à fait heureux, ni franchement malheureux. La maison est correcte, bien tenue, raisonnable, organisée autour de principes simples et efficaces. Tout y fonctionne, mais rien n'y respire vraiment. Charlotte a fait un choix lucide. Elle l'a dit, elle l'a expliqué, elle l'assume sans détour. Pour elle, le mariage était avant tout une nécessité matérielle, une manière de se garantir une sécurité dans un monde qui n'en offre que très peu aux femmes seules. Elizabeth respecte ce choix. Elle en comprend la logique, mais elle ne peut s'y reconnaître. Quelque chose en elle résiste, encore, à cette idée d'un bonheur construit par renoncement. C'est dans ce cadre, ordonné, un peu étroit, presque étouffant, que Darcy réapparaît. Il vient rendre visite à sa tante, Lady Catherine de Boroughs, et croise Elizabeth plus souvent qu'il ne l'avait prévu, dans des circonstances trop répétées pour être tout à fait anodines. Et très vite, Elizabeth sent que quelque chose a changé. Darcy n'est plus le même homme que celui du bal de Meryton. Il est moins distant, moins raide, plus attentif, il parle moins, écoute davantage, comme s'il mesurait, désormais, le poids de ses paroles. Il observe Elizabeth avec une attention nouvelle, presque malgré lui, comme s'il découvrait ce qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de voir. Sans s'en rendre compte, presque à contre-cœur, Darcy tombe amoureux. Il tombe amoureux de l'esprit d'Elizabeth, de sa vivacité, de sa liberté de ton, de cette manière qu'elle a de ne jamais se soumettre tout à fait aux attentes sociales, même lorsqu'elle les connaît parfaitement. Mais cet amour se heurte immédiatement à ce qu'il est, à ce qu'il a été formé à penser, à la place qu'il occupe dans le monde. Car Darcy aime tout en pensant que cet amour est une erreur sociale, une mésalliance, un écart de conduite que sa raison désapprouve,
même si son cœur insiste avec une force qu'il ne parvient plus à contenir. Arrive alors la première demande en mariage de Darcy. Elle surgit presque brutalement comme une nécessité trop longtemps retenue. Cela fait 6 mois qu'il l'observe et il dit être amoureux de ses beaux yeux, mais pas vraiment encore de son caractère. Et sa demande est un fiasco parce qu'il est terriblement maladroit. À chaque phrase d'affection se glisse une remarque sur les obstacles qu'il a dû surmonter pour aimer Elizabeth, sa position sociale, sa famille, ses relations, comme s'il fallait, même au moment de l'aveu, rappeler tout ce qui rend cet amour problématique. Il aime, oui, mais il explique aussi pourquoi il ne devrait pas aimer. Et là, Elizabeth écoute. Elle écoute un homme qui croit être honnête, et qui l'est en partie, mais qui ne voit pas à quel point son discours reste imprégné de condescendance. Un homme qui parle vrai, mais depuis un point de vue qui écrase, qui hiérarchise, qui juge sans même s'en apercevoir. Alors, elle refuse. Son refus est net, ferme, argumenté, presque violent dans sa clarté. Elle ne se contente pas de dire non, elle dit pourquoi. Il reproche à Darcy son arrogance, son mépris initial, cette facilité avec laquelle il s'est autorisé à juger les autres depuis sa position privilégiée. Elle l'accuse d'avoir séparé Jane et Bingley. Et surtout, elle lui reproche l'injustice qu'il a faite à Wickham. Parce qu'on en a assez peu parlé, mais Darcy et Wickham ont été élevés ensemble. Mais ils sont drastiquement différents. Là où Darcy est honnête et maladroit, Wickham est charmeur, expert en manipulation. C'est un vrai libertin. Il va pouvoir convaincre Elizabeth qu'en réalité, Darcy le traite mal, qu'il est jaloux et cruel, et c'est justement de ça qu'elle l'accuse lors de sa première demande en mariage. À cet instant précis, Elizabeth est droite, courageuse, fidèle à elle-même. Elle parle avec une sincérité brûlante, convaincue de défendre non seulement son propre honneur, mais une certaine idée de la justice. Et pourtant, Jane Austen ne simplifie rien. Car Elizabeth voit juste, mais elle comprend faux. Ses arguments sont cohérents, ses émotions sont légitimes, mais les faits sur lesquels elle s'appuie sont incomplets, déformés, parfois erronés, construits à partir d'un récit qu'elle n'a jamais vraiment remis en question. C'est ici que le titre du roman se déploie pleinement dans toute sa complexité. L'orgueil de Darcy est évident, il parle depuis une position sociale qu'il croit naturelle, presque objective, sans mesurer à quel point elle conditionne son regard. Mais le préjugé d'Elizabeth est tout aussi réel. Elle a construit une image de Darcy à partir d'une blessure initiale et elle s'y accroche avec intelligence, avec conviction, mais sans recul. Et ce qui rend la scène si forte, si troublante, c'est que chacun a raison, mais seulement partiellement. Darcy est sincère, mais aveugle à ses privilèges. Elizabeth, elle, est lucide, mais prisonnière de ses premières impressions. Ils échouent non pas par manque de sentiments, mais par excès de certitude. Et lorsque Darcy part, blessé, humilié, mais encore digne, quelque chose s'est pourtant mis en mouvement. Quelque chose d'irréversible. Ce refus est un échec, oui, un échec sentimental, un échec social, mais c'est aussi le début de tout. Parce qu'à partir de cet instant, chacun va être contraint de se regarder autrement, de relire ses certitudes, de réapprendre à écouter, non plus pour confirmer ce qu'il croit savoir, mais pour comprendre ce qu'il n'avait jamais voulu voir. La lettre arrive peu après le refus, presque comme un écho tardif à cette scène trop chargée pour avoir été vraiment comprise sur le moment. Darcy y écrit sans emphase, sans tentative de séduire à nouveau, mais avec une précision presque austère, comme s'il cherchait moins à convaincre qu'à rétablir une forme de justesse. Il commence par Wickham. Il raconte l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Un héritage dilapidé, les mensonges répétés. Il aurait même tenté d'enlever sa sœur, encore très jeune, et il y a aussi la manière dont ce récit a été soigneusement retourné, pour faire de lui le coupable idéal. Rien n'est dramatisé, rien n'est enjolivé, et c'est peut-être cette retenue qui frappe le plus Elizabeth, car elle découvre soudain
à quel point son jugement reposait sur une parole séduisante, mais profondément intéressée. Puis, Darcy évoque Jane et Bingley. Il reconnaît son intervention, sans la nier ni la minimiser, mais il en explique les raisons telles qu'il les percevait alors. L'apparente réserve de Jane, l'absence de signes évidents d'attachement, la peur de voir son ami s'engager dans une relation déséquilibrée, il admet s'être trompé sur l'intensité des sentiments, mais il ne ment pas sur ses intentions qui n'étaient pas cruelles, seulement aveuglées par un excès de prudence et de contrôle. Elisabeth lit la lettre, et à mesure qu'elle avance, quelque chose se fissure lentement, sans éclat, sans scène spectaculaire. Il n'y a pas de révélation soudaine, mais une succession de petits déplacements intérieurs, inconfortables, presque douloureux, où elle doit reconnaître qu'elle a aimé son intelligence plus que sa justesse et sa vivacité plus que sa rigueur. Elle ressent de la honte, non pas celle qui écrase, mais celle qui oblige à se regarder en face. Elle comprend qu'elle a jugé avec plaisir, avec brio, avec une assurance flatteuse, mais sans toujours vérifier ce qui fondait ses certitudes. Pour la première fois, son esprit critique, qu'elle croyait infaillible, devient un objet de doute. Et ce moment est essentiel, parce que Jane Austen ne le traite jamais comme une récompense sentimentale. Elisabeth ne commence pas à aimer Darcy parce qu'il s'explique bien, mais parce qu'elle accepte de reconnaître ses propres angles morts et de relire les événements autrement que par le prisme de son sentiment initial. C'est peu après que se produit la visite de Pemberley. C'est le domaine que possède Darcy. Elisabeth n'y va pas pour le retrouver lui, mais presque par curiosité, comme si elle cherchait à éprouver concrètement ce qu'elle vient de comprendre abstraitement. Le lieu l'impressionne, non par sa richesse ostentatoire, mais par une forme d'harmonie, de retenue, d'équilibre qui contraste avec l'image rigide qu'elle s'était faite de son propriétaire. Les domestiques parlent simplement. Ils évoquent un maître attentif, juste, respectueux, loin de la figure hautaine qu'Elisabeth croyait connaître. Et ce regard extérieur, dénué d'intérêt, vient confirmer ce que la lettre avait amorcé. Darcy n'est pas l'homme qu'elle avait décidé qu'il serait. Et lorsqu'il apparaît enfin, presque par surprise, il n'est plus tout à fait le même. Plus réservé, plus attentif, moins sûr de lui, il se tient à distance, sans exigence, sans revendication, comme s'il avait compris que rien ne pouvait désormais se faire sans une transformation réelle, et non un simple changement de discours. C'est ici que Jane Austen est d'une grande clarté morale. Elle ne récompense jamais l'amour immédiat, ni la passion aveugle, ni le coup de foudre réparateur. Ce qu'elle valorise, c'est l'évolution intérieure, lente, parfois humiliante, souvent silencieuse, qui oblige les personnages à renoncer à l'image flatteuse qu'ils avaient d'eux-mêmes. Le changement n'est ni magique ni spectaculaire, il ne fait pas de bruit, mais il s'installe à travers des lectures, des silences, des observations nouvelles, et surtout à travers cette capacité difficile à reconnaître qu'on s'est trompé. Et pourtant, cette transformation, aussi discrète soit-elle, ne suffit pas à les protéger. Car le monde social, avec ses règles, ses scandales et ses contraintes, n'a pas fini de se rappeler à eux. La crise finale du roman ne vient pas d'un malentendu élégant ou d'un dialogue d'esprit, mais d'un scandale brutal, presque vulgaire, qui rappelle soudain à quel point l'équilibre social sur lequel repose la famille Bennet est fragile. Lydia, la plus jeune des 5 sœurs, s'enfuit avec Wickham, sans mariage, sans protection, sans calcul, dans un geste irréfléchi qui menace de ruiner non seulement sa propre réputation, mais celle de toutes ses sœurs et avec elles, toute possibilité d'avenir respectable. C'est plus une comédie là, c'est une urgence sociale, presque une catastrophe. Elisabeth, cette fois, ne se trompe plus sur la nature du danger. Elle comprend immédiatement ce que cela signifie dans le monde où elle vit. L'exclusion, le déshonneur, la fermeture définitive de toute perspective. Et c'est dans ce moment de désordre absolu que Darcy agit. Il agit discrètement, sans se montrer, sans chercher à être vu ni remercié. Il retrouve Wickham,
négocie, paye, contraint, organise un mariage qui n'a rien de romantique, mais qui sauve ce qui peut encore l'être. Ce geste n'est pas héroïque au sens romanesque du terme, et Jane Austen se garde bien de le transformer en exploit moral éclatant. C'est un acte nécessaire, coûteux et profondément lucide. Elizabeth, elle, ne l'apprend que plus tard. Et lorsqu'elle comprend ce que Darcy a fait, et surtout pourquoi il l'a fait, c'est pas l'amour qui la submerge d'abord, mais une reconnaissance grave, presque silencieuse. Elle voit enfin un homme capable d'agir sans imposer sa supériorité, sans discours, sans domination. Puis vient Lady Catherine, la tante de Darcy, dans une scène qui pourrait être comique si elle n'était pas aussi révélatrice. Elle arrive avec toute l'assurance de la classe dominante, persuadée que sa parole suffit à régler le destin des autres, exigeant d'Elizabeth une promesse d'obéissance au nom du rang, de la bienséance, de l'ordre établi. Et pour la première fois, Elizabeth ne se contente pas de l'ironie, elle résiste clairement, calmement, sans agressivité, mais sans céder. Et ce moment-là est décisif parce qu'Elizabeth ne s'oppose pas seulement à une personne, mais à une logique entière, celle qui prétend que le bonheur doit s'aligner sur la hiérarchie sociale. Elle ne le renverse pas, ce système, elle refuse simplement de s'y soumettre entièrement. Et à la fin de notre roman, les mariages qui suivent pourraient donner l'illusion d'un retour à l'ordre. Jane épouse Bingley dans une union douce, harmonieuse, presque idéale, alors qu'Elizabeth épouse Darcy dans une relation fondée sur l'égalité intellectuelle, la reconnaissance mutuelle et une transformation réciproque. Mais ces deux mariages ne disent pas la même chose et Jane Austen ne les présente jamais comme équivalents. L'un est une récompense sociale et l'autre est le résultat d'un apprentissage moral. Et c'est là que le roman se révèle profondément moderne. Il ne dit jamais que tout devient parfait, il ne dit jamais que le mariage est une fin, il ne promet pas un monde plus juste, ce qu'il dit, en revanche, est beaucoup plus exigeant. Il dit qu'aimer, ce n'est pas seulement ressentir, mais apprendre à voir. Voir l'autre, mais aussi se voir soi-même, sans complaisance. Il dit que le bonheur n'existe qu'à condition d'être lucide, et que cette lucidité coûte quelque chose. De l'orgueil, des certitudes, parfois même du confort. Et il dit enfin que la société ne change pas fondamentalement, mais qu'il est possible d'y résister intelligemment, sans se sacrifier, sans se mentir. Et c'est pour toutes ces raisons qu'Orgueil et Préjugés n'est pas une histoire d'amour idéale, c'est une histoire d'amour qui a appris à se méfier d'elle-même. Et si cet épisode vous a donné envie de lire ou de relire Jane Austen, ou simplement de regarder différemment les comédies romantiques, celles qui parlent d'amour, mais aussi de société, de regard et de malentendus, alors le voyage a sans doute fait son chemin. Si vous souhaitez soutenir Brume Littéraire, le moyen le plus simple reste une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme d'écoute. Ces gestes discrets font une vraie différence et permettent à ces textes de continuer à circuler lentement, comme ils le méritent. Et si cette approche vous parle, vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast consacrés à des œuvres très différentes, de Maupassant à Conrad, de Dostoïevski à d'autres voix encore. Toujours avec cette même envie, lire sans simplifier, raconter sans trahir. Merci d'avoir pris ce temps et à très vite.